vers la fin du mois de juin me parvint l'enregistrement radiophonique, expédié par précaution depuis Brattleboro, puisque Heckley se refusait à croire à la confidentialité des envois depuis la branche nord de la ligne qui le desservait. Il commençait à ressentir les signes aggravés de cet espionnage, corrélé par la perte de quelques-unes de nos lettres, et me faisait régulièrement part des actes insidieux de ces personnes qu'il considérait comme les relais et les agents des êtres cachés. Parmi ceux qu'il suspectait le plus, un fermier revêche, Walter Brown, qui vivait seul dans une des vallées au bas des crêtes, là où les bois étaient les plus profonds, et qu'on voyait souvent traîner au coin de rue à Brattleboro, Bellows Falls, Newfane ou South Londonderry, de la façon la plus inexplicable et apparemment sans motif. Il était convaincu que la voix de Brown faisait partie de celle qu'il avait surprise en de certaines occasions dans une conversation effrayante. Et il avait une fois trouvé une de ses empreintes, de griffes plutôt que de pieds, tout près de la ferme de Brown, et c'était de très mauvais augure. Elle était curieusement voisine de quelques-unes des propres empreintes de Brown, des empreintes qui leur faisaient face. C'est pourquoi, insistait-il, il m'avait expédié l'enregistrement depuis Brattleboro et s'y était rendu avec sa Ford tout au long des petites routes solitaires du Vermont. Il avouait dans la note qui l'accompagnait qu'il commençait à avoir peur sur ces routes et qu'il n'osait même plus se rendre à Townsend maintenant pour son ravitaillement, sinon dans le grand plein jour. Ce n'était pas bon, répétait-il chaque fois, d'en savoir trop sur ces crêtes silencieuses et problématiques, à moins d'en rester très loin. Il souhaitait partir en Californie au plus vite et vivre auprès de son fils, même si c'était difficile pour lui de quitter le lieu qui représentait toute sa mémoire et celle de ses ancêtres. Avant de tester l'enregistrement sur une machine compatible que je me procurais auprès de l'administration de l'université, je lus avec attention tout ce qui le concernait dans les différentes lettres d'Heckley. Cet enregistrement, disait-il, il l'avait réalisé vers 1h du matin, le 1er mai 1915, près de l'ouverture fermée d'une grotte, là où les pentes boisées versant ouest de la montagne Noire tombent dans les marais. Un lieu qui a toujours été réputé pour ses voix étranges, et c'est pour cela qu'il avait apporté le phonographe, la membrane enregistreuse et un cylindre en l'attente de résultats. Un précédent incident lui avait appris que la lune de mai, la hideuse nuit du sabbat des légendes européennes souterraines, serait plus fertile que n'importe quel autre moment, et il n'avait pas été déçu. Il est à noter cependant qu'il n'entendit jamais à nouveau des voix dans ce lieu particulier. À la différence de la plupart des voix surprises en forêt, la substance de l'enregistrement était quasi rituelle et incluait une voix humaine bien distincte qu'Heckley n'avait jamais été capable d'identifier. Ce n'était pas Brown, mais celle d'un homme de plus haute culture. La seconde voix, cependant, était la clé de l'ensemble. C'était ce maudit chuchotement bourdonnant qui n'avait rien d'humain en dépit des mots humains qui s'y formaient en bonne grammaire anglaise et accentuation académique. Le phonographe et la membrane enregistreuse n'avaient pas fonctionné uniformément bien, et c'était une grande déception dans les conditions de ce rituel surpris, mais comme lointain et étouffé. Et la partie enregistrée avec les mots était très fragmentaire. Heckley m'avait fourni une transcription de ce qu'il croyait comprendre des mots prononcés, et j'y regardais une nouvelle fois tandis que je préparais la machine pour les reproduire. Le texte était sombrement mystérieux plutôt qu'ouvertement horrible, bien que la connaissance de son origine et de la façon dont il a été collecté lui associe toute l'horreur dont n'importe lequel de ces mots est doué lui aussi. Je le transcris ici intégralement tel que je m'en souviens, et j'ai l'absolue confiance de le connaître par cœur exactement, non pas seulement sa transcription lue, mais de l'avoir répétée et rejouée sur le phonographe encore et encore. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait s'oublier si aisément.
de ces bois et les sacrifices des hommes de l'Inde. Ainsi des puits de la nuit jusqu'au golfe de l'espace, et des golfes de l'espace jusqu'au puits de la nuit, nous prierons toujours l'immense Cthulhu de Tsatogwa, ainsi que celui qu'on ne doit pas nommer. Toujours nous les prierons, et que l'abondance soit au bouc noir de ces forêts. Hiya Shub-Nigurat, toi, bouc à la jeunesse éternelle. Toi, le bouc noir des forêts à la jeunesse éternelle. Et le temps est venu de servir le Seigneur de ces bois. 7 puis 9 descendant les marches d'Onyx rendent à lui des abîmes Azathoth, lui de qui tu tiens toutes les merveilles apprises. Sur les ailes de la nuit au-delà de l'espace, au-delà des temps, de qui Yugot est l'enfant le plus jeune, roulant seul dans le noir éther. Va parmi les hommes et trouve les chemins, et que lui dans les abîmes les connaisse. Messager puissant, toutes choses doivent être dites, et il se construira à la semblance des hommes, portera masque de cire et robe qui le cache, et descendra du monde aux 7 soleils pour accomplir. Nyarlathotep, puissant messager, celui qui apporte la joie sauvage de Yugot à travers le vide, père des millions de ceux qui ont la faveur, ô Stalker. Tels étaient les mots que j'entendis quand je lançai le phonographe. C'est avec un fond de peur primitive et de répugnance que je soulevai le bras et écoutai le crissement préliminaire de la pointe de saphir, et je fus heureux que les premiers mots à peine audibles et fragmentaires fussent ceux d'une voix humaine, une voix douce et cultivée avec une prononciation qui semblait venir de Boston, mais certainement pas d'un natif du Vermont. En me concentrant sur cette restitution terriblement affaiblie, je constatais que les mots étaient identiques à la transcription qu'Eckley en avait soigneusement établie. Et elle chantait avec son doux accent de Boston. Hiya Shub-Nigurat, toi le bouc noir des forêts à la jeunesse éternelle. Et c'est alors que j'entendis l'autre voix. Et même maintenant, je frissonne rétrospectivement à me remémorer comment j'en tremblais, même préparé comme je l'étais par les récits d'Eckley. Ceux à qui j'avais décrit entre-temps l'enregistrement le déclarèrent n'être qu'une pauvre imposture, ou n'y trouver qu'une folie. Que n'ont-ils pu entendre la chose maudite elle-même, ou lire les pages empilées des lettres d'Eckley, et surtout cette terrible et encyclopédique deuxième de ces lettres, je crois qu'ils auraient pensé autrement. Et c'est vraiment une pitié considérable, après tout, que je n'ai osé désobéir à Eckley et faire entendre cet enregistrement à d'autres. Une pitié considérable aussi que toutes ces lettres soient perdues. Cette voix était chose monstrueuse. C'est la première impression que j'eus de ces sons entendus, avec ma connaissance du contexte et des circonstances. Elle suivait souplement la voix humaine dans ses réponses rituelles, mais dans mon imagination, c'était un écho morbide se frayant chemin à travers d'inimaginables abysses jusqu'à d'inimaginables enfers lointains. Cela fait plus de 2 ans maintenant que je fus dépossédé du cylindre de cire blasphématoire.
Et maintenant, à chaque instant, je peux encore entendre ce bourdonnement faible, menaçant, comme il m'atteignit cette première fois. Mais j'ai beau avoir cette voix toujours dans les oreilles, je ne suis pas encore capable de l'analyser assez précisément pour une description par les mots. C'était comme un essaim de quelque détestable et gigantesque insecte qu'on aurait reformé dans le langage articulé d'une espèce étrangère, et je suis parfaitement certain que les organes qui le produisaient n'avaient aucune ressemblance avec l'organe vocal humain, ni avec celui d'aucun mammifère. C'étaient des singularités de timbre, hauteurs et harmoniques qui plaçaient ce phénomène complètement hors de la sphère de l'humanité ou de la vie terrestre. Son arrivée soudaine me mit dans une telle stupeur que j'entendis le reste de l'enregistrement à travers une sorte d'hébétement abstrait. Quand vint le plus long passage du bourdonnement, commença l'intensification aiguë de ce sentiment d'infinité blasphématoire qui m'avait frappé dans le premier court passage. À la fin, l'enregistrement cessait abruptement, laissant entendre une réplique étonnamment claire de la voix humaine à l'accent de Boston. Et je restais dans une immobilité stupide longtemps après que le phonographe se fût automatiquement arrêté. Je n'ai pas besoin de dire que, cet enregistrement choquant, je me le répétais bien des fois et en tentais une analyse exhaustive et commentée, que je comparais avec les notes d'Eckley. Ce serait à la fois inutile et perturbant de répéter ici tout ce que nous en conclûmes. Qu'on sache seulement que nous nous accordâmes à croire que nous avions sauvegardé un indice à la source d'une des plus répulsives et primordiales croyances des plus vieilles et cryptiques religions de l'humanité. Il nous semblait clair que s'était nouée une alliance à la fois ancienne et élaborée entre les créatures cachées de l'espace et certains membres de l'espèce humaine. De l'étendue de cette alliance et de son état aujourd'hui comparé à certains de ses états dans les temps anciens, nous n'avions aucun moyen de les deviner. Mais au mieux pouvions-nous dire qu'il y avait là place à une spéculation horrible et sans limite. Il semblait y avoir un lien immémorial et affreux avec plusieurs étapes définies entre l'homme et l'infinité sans nom. Les blasphèmes qui étaient apparus sur Terre provenaient, nous le comprenions, de la noire planète Yugot, à l'extrémité du système solaire. Mais elle était elle-même le poste avancé et peuplée d'une effrayante espèce intersidérale, dont la source ultime devait s'ancrer loin au-delà même du continuum d'espace-temps d'Einstein ou du plus étendu de ce que nous savons du cosmos. Nous discutions aussi du meilleur moyen de faire parvenir la pierre noire à Arkham, Eckley déconseillant absolument que je lui rende visite sur la scène de ses études cauchemardesques. Pour une raison ou une autre, Eckley avait peur de confier la chose à un moyen ordinaire ou disponible d'expédition commerciale. Son idée finale fut de l'emporter à travers le pays jusqu'à Bellows Falls et de l'expédier par le Boston and Maine via Keene, Winchendon et Fitchburg, même si cela supposait qu'il conduisit dans ces routes solitaires à travers crêtes et forêts plutôt que par la route principale de Brattleboro. Il dit qu'il avait remarqué un homme en poste près du bureau des expéditions express de Brattleboro quand il m'avait envoyé le cylindre avec l'enregistrement, et que ses façons et son expression avaient été loin de le rassurer. Cet homme lui avait semblé être hâtivement anxieux de parler avec les employés et avait pris le train par lequel l'enregistrement avait été envoyé. Eckley avouait qu'il ne s'était pas senti rassuré tant qu'il n'eût pas appris de moi la bonne réception de son colis. Vers ce moment, la 2e semaine de juillet, une autre lettre de moi fut égarée, et j'attendais avec anxiété des nouvelles d'Eckley. Nous convînmes après cela que je ne lui écrirais plus à Townsend, mais poste restante au General Delivery de Brattleboro, quitte à ce qu'il fasse de plus fréquents allers-retours, soit avec sa voiture, soit par la ligne de bus qui avait récemment repris le service passager de la ligne de train arriérée.
Je voyais bien qu'il devenait de plus en plus apeuré, et qu'il me donnait de plus en plus de détails sur les aboiements maintenant incessants de ses chiens par les nuits sans lune et des empreintes fraîches qu'il trouvait parfois sur la route ou dans la glaise à l'arrière de son terrain quand le matin arrivait. Il me parla une fois d'une véritable couche d'empreintes faisant face à une ligne tout aussi épaisse et résolue d'empreintes de ses chiens, et m'envoya une image détestablement dérangeante de son Kodak pour m'en fournir la preuve. C'était après une nuit pendant laquelle ces chiens étaient devenus fous à force d'aboyer et de hurler. Le matin du mercredi 18 juillet, je reçus un télégramme de Bellows Falls dans lequel Ackley disait m'avoir expédié la pierre noire par le train numéro 5508 de la Boston and Maine, qui partait de Bellows Falls à 12h15, horaire de l'Est, et qui serait réceptionné à la gare de Boston Nord à 16h12. Cela permettrait, je calculais, qu'elle arrive à Arkham au plus tard à midi, en fonction de quoi je restais tout ce jeudi matin à l'attendre. Mais midi arriva sans qu'on me prévienne, et quand je téléphonai au bureau des marchandises, on m'informa qu'aucun colis n'était arrivé à mon intention. Ma décision suivante, alors que je commençais sérieusement à m'alarmer, fut de solliciter un appel longue distance pour le bureau des marchandises de Boston Nord. Je fus à peine surpris d'apprendre que mon colis ne leur était pas parvenu. Le train numéro 5508 était arrivé avec seulement 35 minutes de retard le jour précédent, mais ne contenait pas de colis qui me soit destiné. L'employé me promit cependant d'effectuer une recherche, et je terminai la soirée en informant Ackley de la situation par courrier express. Le formulaire d'enquête me parvint dès le lendemain après-midi, en provenance du bureau de Boston, l'agent ayant téléphoné aussitôt que je lui eus fait part de ma requête. Il s'avéra que le contrôleur en charge du train numéro 5508 s'était aussitôt souvenu d'un incident qui semblait n'avoir que peu de rapport avec ma réclamation, une dispute avec un homme à la très curieuse voix, maigre et roux, à l'allure paysanne, quand le train attendait à Keene, New Hampshire, un peu après 13h, horaire de l'Est. Cet homme, disait-il, était considérablement énervé à propos d'une lourde malle qu'il revendiquait comme lui appartenant et qui nulle part n'avait été mentionnée sur les registres de la compagnie. Il leur avait donné comme nom Stanley Adams et avait une telle voix anormalement bourdonnante et sifflante que l'employé avait peine à le comprendre. L'employé ne pouvait se remémorer comment la conversation s'était terminée, mais se rappelait avoir eu l'impression de se réveiller tout juste quand le train se fut ébranlé. L'agent de Boston ajoutait que ce jeune contrôleur était un homme d'une confiance et d'une véracité indubitables, de longtemps dans la compagnie et avec les meilleurs antécédents. Le soir même, je me rendis à Boston pour avoir un entretien avec le contrôleur en personne, ayant obtenu de la compagnie son nom et son adresse. C'était un garçon franc et avenant, mais je constatais qu'il ne pouvait rien ajouter à son premier rapport. Bizarrement, il était à peine sûr qu'il pourrait même reconnaître son étrange solliciteur s'il se présentait de nouveau. Certain qu'il n'avait plus rien à me dire, je revins à Arkham et m'assis dès le matin pour expédier des lettres à Ackley, à la compagnie ferroviaire ainsi qu'au commissariat de police et au chef de garde Keene. J'avais l'intuition que l'homme à l'étrange voix, qui avait si bizarrement affecté le contrôleur, devait être le pivot de cette sinistre affaire, et espérait que les employés et les mains courantes télégraphiques nous renseigneraient sur lui et sur la manière dont il s'était pris pour provoquer cette dispute, quand et pourquoi il l'avait fait. Je dois admettre cependant que mes demandes ne menèrent à aucun résultat. L'homme à la voix bizarre avait bien sûr été remarqué à proximité de la gare de Keene au début de l'après-midi de ce 18 juillet, et un des traînards du quai l'associait vaguement à une lourde boîte qui l'emportait. Mais il était inconnu de tous et n'avait jamais été vu ni avant ni depuis lors. Il ne s'était pas rendu au bureau du télégraphe, ni n'avait reçu de message, autant qu'on pouvait l'apprendre,
et aucun message qui puisse être considéré comme ayant rapport à la présence de la pierre noire sur le numéro 5508 n'était parvenu à leur guichet pour personne. Heckley, bien entendu, s'était joint à moi pour conduire cette enquête, et s'était même rendu personnellement à Keene pour interroger les gens à proximité de la gare. Mais son attitude à l'égard de cette affaire fut plus fataliste encore que la mienne. Il sembla considérer la perte du colis comme l'inévitable avertissement d'une exécution solennelle et menaçante, et n'eut jamais l'espoir de le retrouver. Il parla de l'indubitable puissance hypnotique et télépathique des créatures et de leurs agents, et dans une de ses lettres suivantes prétendit qu'il ne croyait pas que la pierre fût restée plus longtemps sur cette terre. Pour ma part, j'étais réellement enragé, tant j'avais pensé disposer enfin d'une chance d'apprendre certaines de ces choses profondes et étonnantes dans ces hiéroglyphes anciens et arasés. Et j'aurais classé amèrement l'affaire dans mon esprit si les lettres suivantes d'Heckley n'avaient pas amené le terrible problème des montagnes à une nouvelle phase qui requit toute mon attention.